Bienvenue à toutes les personnes qui ont accepté de venir aujourd'hui, pour ce qui est, bon, en tout cas pour nous, un grand jour, puisque c'est le jour où on lance ce nouveau mouvement, un mouvement citoyen qui a pour volonté, pour objectif d'essayer de défendre l'Europe qui est malheureusement mise à mal très souvent aujourd'hui par de nombreuses personnes. Donc comment va se dérouler la petite heure ou l'heure et demie qui nous attend? On va commencer avec Joël, qui est un historien et qui va nous expliquer pourquoi on doit se préoccuper de la situation actuelle et essayer de rebondir et de repartir de l'avant, parce que sinon, il y a peut-être des risques importants qui nous attendent sur notre vieux continent. Je continuerai moi sur des informations un peu plus pratiques sur le mouvement lui-même, qui on est, qu'est-ce qu'on cherche à faire, les moyens qu'on met en œuvre et les objectifs qu'on se fixe. Et puis après, je donnerai la parole à Philippe Gilbert qui effectivement présentera rapidement les résultats du sondage. Donc on a fait un sondage dans une dizaine de pays européens pour tester effectivement avec, je pense, 6200 personnes l'état d'opinion sur cette idée des États-Unis d'Europe, qui est une vieille idée, mais bon, qui doit être remise au goût du jour pour faire avancer les choses. Et après Philippe, alors, il faudra peut-être voir avec Paul, parce que je sais que Paul a un agenda peut-être un petit peu serré, donc il faudra peut-être inverser l'ordre des choses. Donc tu nous préviendras, Paul, si tu dois accélérer ton intervention. Mais ce qui est prévu après le sondage, c'est d'avoir les différents membres du comité de soutien expliquer pourquoi ils ont décidé d'adhérer à ce comité, avec des angles chaque fois différents. Évidemment, Jean-Pierre Beul, en tant qu'ancien bâtonnier, donnera un angle un peu plus juridique au dispositif. Bruno, qui est l'économiste qu'on connaît, parlera plus de l'angle économique. Paul, qui est dans le domaine de la culture, utilisera cet angle-là pour nous en parler. Et Pierre, il n'est pas encore sûr qu'il intervienne, il verra un petit peu selon son humeur. On verra, mais enfin, qui est l'architecte qu'on connaît aura sûrement, je pense, un point de vue intéressant sur le sujet également. Voilà, donc je passe rapidement la parole à Joël. C'est à parler là. Voilà. C'est ça. La technique. Ça y est. Voilà. Ah, tiens. Voilà. Alors, je ne suis pas là pour vous faire peur, rassurez-vous. Je ne suis pas un décliniste, je ne suis pas forcément un pessimiste, mais je suis historien et en tant qu'historien, quand même, je pense que l'histoire doit servir quand même à préparer le futur et à ne pas répéter les erreurs du passé. Et donc, il se fait que j'enseigne l'histoire de la construction européenne maintenant depuis de nombreuses années, trop longtemps, puisqu'on vieillit. Et donc, il y a une impression de déjà-vu. Alors, on dit souvent que nous sommes dans les années 30. Je vous rassure, non, nous ne sommes pas dans les années 30. Nous sommes dans les années 20. C'est-à-dire qu'il y a des signes inquiétants un peu partout en Europe. Et c'est ce que j'ai appelé le déjà-vu. C'est-à-dire que l'Europe a commencé à basculer avec la crise hongroise, l'amiral Horthy qui prend le pouvoir. Puis il y a la marche sur Rome. Alors, je ne fais pas de comparaison. Peut-être quelques analogies, mais il n'y a pas de comparaison, bien évidemment. Mon propos n'est pas politique. Mais c'est pour montrer qu'il y a des vents mauvais qui se lèvent sur l'Europe et qu'il y a lieu de réagir et en tout cas d'agir. C'est-à-dire, comme on le dit. Alors, il paraît qu'on m'entend mal, voilà. Comme on le dit, nous ne sommes pas pessimistes ni optimistes. Nous sommes déterminés, effectivement, à ce que les Européens prennent conscience de leur possibilité d'agir et de ne pas forcément attaquer et d'enfoncer le même clou, c'est-à-dire de se positionner dans un discours populiste et anti-européen. Alors, en réfléchissant un peu sur mon ami Richard et sur le fait que l'histoire n'est pas faite par les hommes, mais quand même les hommes sont déterminants, je me suis dit, eh bien, pensons à certaines personnes qui ont essayé dans les années 20 à ce que le monde fonctionne un tout petit peu mieux après la grande boucherie de 14-18, et je me suis intéressé, d'ailleurs je parle souvent de lui, d'Aristide Briand, qui était un grand homme politique français, qui a été président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, et qui est connu pourquoi? Qui est connu pour avoir été un homme détesté, parce qu'il était supposé être pro-allemand à une époque où l'Allemagne, bien sûr, était démocratique. Et je parle de lui parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez à Athènes, vous allez à Chypre, vous voyez des représentations d'Angela Merkel qui sont révoltantes, puisqu'Angela Merkel, quand même, est la représentante de l'Allemagne aujourd'hui démocratique, qui accepte quand même de financer l'Europe et les pays qui n'ont pas toujours respecté les engagements qu'ils avaient pris. Et qui, en 1926, reçoit donc le prix Nobel avec Stresemann. Et naturellement, le réflexe anti-germanique est très puissant en France,
Alphonse Daudet, qu'on aime bien, et bien qui reproche effectivement à Aristide Briand d'être vendu en quelque sorte à l'Allemagne. Et on sait qu'alors qu'il est anti-allemand en 1926, Daudet deviendra collaborateur durant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, malgré tout cela, Briand continue. En 1928, il signe avec un Américain, le secrétaire d'État Kellogg, un pacte qui devrait rendre la guerre totalement impossible. Donc ce sont des années relativement d'optimisme. Et une année plus tard, devant la Société des Nations, propose la création des États-Unis d'Europe, ou en tout cas une sorte d'organisation européenne avec certes un lien à la fois fédéral, mais on est dans les balbutiements de l'Europe, mais aussi naturellement avec le respect de la souveraineté des États. Et malheureusement, on ne le prend pas au sérieux. On ne le prend pas au sérieux, donc il y a un accueil, certes, et vous le savez tous, l'année qui suit est l'année de toutes les crises, le krach de Wall Street, qui voit d'abord les États-Unis puis l'Europe s'enfoncer dans la crise. Et vous savez, et c'est ça le propos, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous vivons bien en Belgique, nos enfants vont... il y a près d'1 million de jeunes qui participent au programme Erasmus. On a tendance à critiquer cette Europe qui est quand même relativement généreuse. Et malheureusement, regardez, l'histoire va vite. Elle va vite aujourd'hui, elle allait encore plus vite, peut-être en quelque sorte dans les années 30. Et donc, 1926, prix Nobel entre un Français et un Allemand. 1928, la guerre impossible. 1929, on propose de créer l'Europe. Et malheureusement, 4 ans plus tard, eh bien, vous avez la venue d'Adolf Hitler au pouvoir, qui rend naturellement toute solution désormais impossible, et quelques années plus tard, la guerre. Alors je ne suis pas, je vous ai dit, je ne suis pas pessimiste, le pire n'est pas inéluctable, puisque heureusement aujourd'hui, nous avons déjà cette Europe, elle est imparfaite, et c'est pour ça qu'on pense à la relancer, à la perfectionner, et aller vers les États-Unis d'Europe. Et il y a eu entre-temps, heureusement, la révolution Jean Monnet, et personnellement, je pense que le 9 mai 1950, déclaration Schuman, est sans doute la date la plus importante de l'histoire du XXe siècle. Alors je termine, parce qu'il faut être très court. Alors regardez quelques citations de Jean Monnet. « Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité, ils ne voient la nécessité que dans la crise. Nous sommes en crise, et donc c'est dans cette période de crise qu'il faudra absolument réagir et nous organiser vers ces États-Unis d'Europe. Rien n'est possible sans les hommes, mais rien n'est durable sans les institutions. Donc il faut effectivement changer les institutions européennes pour les rendre plus efficaces. Et puis, alors, je ne vois plus parce qu'il y a quelqu'un qui est devant moi, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important à dire, c'est que nous ne sommes ni optimistes ni pessimistes, nous sommes déterminés parce que l'homme, l'histoire est quand même faite aussi par les hommes, et donc nous sommes relativement optimistes. Et donc, nous espérons effectivement remporter un certain nombre de suffrages pour pouvoir, en tout cas, faire avancer le débat européen, pour que l'Europe redevienne le cœur du débat et non pas nos querelles de clochers. Merci. Merci pour ce petit rappel historique. Et ce que moi je vais faire rapidement, donc, c'est vous donner un tout petit peu plus d'informations sur le mouvement, sur ses motivations et ses objectifs. Mais la motivation, en fait, ce qui a réuni, alors il y a une dizaine de personnes qui se sont rassemblées parce qu'elles partageaient en fait la même inquiétude que celle que vient de nous mentionner, de nous parler Joël, sur les risques qui nous attendent si on ne rebondit pas. Donc c'est face à cette inquiétude qu'une dizaine de personnes qui viennent d'ailleurs d'horizons très très différents. Il y a dans ce groupe de travail, il y a des avocats, un historien Joël qui est là, il y a un philosophe, il y a un journaliste, des étudiants, un expert en réseaux sociaux, enfin toute une série de personnes qui viennent d'horizons très très différents, mais qui partagent cette même inquiétude, et donc cette volonté d'essayer d'aller de l'avant. Et donc il y a 2-3 mois, on s'est réunis pour se dire, tiens, est-ce qu'on reste les bras ballants à être inquiets, ou bien est-ce qu'on essaie éventuellement de faire quelque chose pour faire avancer le débat dans la bonne direction. Donc on a pris le choix d'essayer de faire quelque chose, et donc avec pour objectif d'essayer de mobiliser le plus grand nombre, tous ceux et toutes celles qui partagent cette idée, qui partagent cette vision. Eh bien, notre objectif, c'est d'essayer de les mobiliser et de réenthousiasmer un petit peu le public pour cette image de l'Europe qui c'est vrai, a pas mal de mal à exciter les foules aujourd'hui. Alors ce sont des gens qui sont de droite et de gauche, donc on n'est pas du tout politique au sens où on va décliner un programme de droite ou de gauche. Les gens sont de sensibilité très variables. Tous des démocrates, on a quand même cette sensibilité-là, mais ce qui nous réunit, c'est pas de savoir s'il faut une politique économique de droite ou de gauche, mais vraiment c'est cette vision de l'urgence, enfin ce besoin d'urgence pour avancer sur l'Europe.
Alors notre objectif à court terme, parce qu'on s'est dit, bon, il y a des élections qui se profilent à l'horizon, exactement dans un an, un petit peu moins même qu'un an, puisque ce sera le 25 mai 2014, les élections européennes. Et on s'est dit que c'était en fait une bonne opportunité pour essayer de rentrer dans le débat et de mobiliser les foules autour de cette idée, puisqu'une élection n'est rien de tel finalement qu'une élection que pour susciter les vocations et mobiliser les foules autour d'une nouvelle vision. Donc notre objectif sera effectivement de présenter une liste stand-up pour ces élections de 2014. Et avec malgré tout, et je l'ai indiqué là, on a quand même conscience que d'autres mouvements existent. Hein. On n'est pas les seuls, et heureusement, à vouloir promouvoir cette idée. Et donc on a déjà rencontré d'autres mouvements, même des partis qui se sont formés. Guy Verhofstadt, qui est assez connu en Belgique et qui est très vocal sur le sujet, donc on les a tous rencontrés et on sait qu'il y a des choses également qui se préparent. Donc on a également le souci de ne pas fragmenter hein, le vote pro-européen. Et donc on reste évidemment ouvert et attentif à ces différentes initiatives. Et on verra bien si on ne peut pas se rallier ou trouver des logiques d'alliance avec d'autres pour faire en sorte que cette voie, en tout cas, ne soit pas fragmentée dans le cadre de ces élections. Donc ça, c'est un souci, évidemment, qu'on aura. Et puis alors, on avance vraiment plutôt avec une logique qu'on appellerait nous plutôt référendaire. En fait, on veut utiliser ces élections un peu dans une logique de référendum, que les gens qui se passionnent pour ces élections, qui se passionnent pour l'Europe, puissent, un petit peu à la mode d'un référendum, voter pour cette idée. Donc c'est un petit peu dans cette logique-là qu'on avance. Vous voulez dire quelque chose ? Donc voilà un petit peu la genèse du mouvement. Alors, notre feuille de route, parce que bon, on s'est quand même vite rendu compte qu'une bande de copains, aussi enthousiastes soit-il, ça n'irait pas très loin. Une première chose qu'il fallait faire, c'est de crédibiliser la démarche pour essayer de donner un peu de poids à cette initiative. Donc on s'est dit qu'il fallait absolument constituer un comité de soutien, constitué de personnalités de la société civile. Et c'est là le sujet important pour nous. On ne veut pas de politique classique, on veut vraiment des gens qui viennent de la société civile, qui dans leur secteur respectif sont des faiseurs d'opinion, qui marquent leur profession et qui viendraient soutenir cette initiative. Et donc on est allé chercher des personnalités dans le monde économique, dans le monde culturel, le monde académique, scientifique, même sportif, il n'y a pas de raison. Hein, pour l'instant, on n'en a pas, mais on va aller y chercher également, pour leur parler du projet et voir si ça les intéressait. Les gens qui sont là autour de la table sont parmi les tout premiers qui ont adhéré. Donc je pense, commence à donner une certaine crédibilité au dispositif. Aujourd'hui, le comité de soutien est riche d'une quinzaine de personnes. Je pense que dans le communiqué de presse, le nom des individus est indiqué. Et on sent qu'il y a un petit effet boule de neige qui est en train de se faire, parce que c'est vrai, au début c'est difficile, hein, convaincre le premier, le deuxième, le troisième n'est pas toujours simple. Bon, maintenant qu'on en a une quinzaine, on sent qu'il y a des personnes qui veulent se rallier de manière assez spontanée. Donc ça c'est le premier sujet, comité de soutien, on va continuer à travailler dans ce sens. On a conscience qu'aujourd'hui il est très masculin, il faut absolument qu'on trouve des femmes. Et on a conscience qu'il est aussi très francophone, à part Paul Dujardin. Et donc il faut absolument qu'on travaille à la fois à la féminisation et à la partie néerlandophone du pays. Alors le deuxième sujet qui est important, et je crois que c'est le sujet probablement qui nous a le plus motivés, parce qu'il change fondamentalement la donne dans le combat politique, c'est celui de ces fameux réseaux sociaux. Je crois qu'il y a des outils aujourd'hui à disposition, les Facebook, Twitter et autres, qui permettent de mobiliser très largement les populations autour d'une idée, pour autant que cette idée, évidemment, crée un enthousiasme. Donc on va évidemment travailler beaucoup sur ces réseaux sociaux pour faire connaître le mouvement et essayer de faire adhérer le plus grand nombre de personnalités et de personnes, de citoyens à cette idée. Troisième point dans la feuille de route, c'est évidemment, et on démarre aujourd'hui, la communication avec les médias dits classiques, si je puis dire. Donc ça démarre aujourd'hui avec cette conférence de presse, mais on va continuer dans la durée avec Michel Grossman, qui est l'attaché de presse du mouvement, qui va, à la suite d'aujourd'hui, continuer son action pour essayer d'avoir effectivement une certaine couverture dans les médias. Le quatrième point, celui de la récolte des signatures. Alors, les choses ne sont jamais simples dans la vie. Et pour présenter une liste, en Belgique en tout cas, il faut réunir ou bien 5 signatures de députés, et on est
peu optimiste sur la possibilité d'obtenir ces 5 signatures, parce que les quelques députés qu'on a déjà consultés nous ont tous dit qu'ils avaient des consignes de vote, en fait, des consignes de ne pas donner ce type de signature à des partis autres que le leur. Et donc la deuxième méthode, c'est qu'il faut récolter 5000 signatures d'électeurs. Et c'est par collège électoral, donc il en faut 5000 dans le collège francophone et 5000 dans le collège néerlandophone. Et donc on démarre, aujourd'hui, c'est le premier jour où on démarre, on a pour ceux que ça intéresse, on a les bulletins d'inscription. Pour récolter les signatures, il nous en faut 5000, on va se mettre en ordre de marche à partir du mois de juin pour récolter ces signatures et les faire, parce que ce n'est pas toutes les récolter, il faut évidemment les faire valider par les communes où les personnes qui ont effectivement signé sont inscrites en tant qu'électeurs. Et puis dernier point, on a conscience qu'on est très belgo-belge, hein, donc c'est évident que ce mouvement ne pourra s'ancrer dans la durée que s'il se déploie plus largement au-delà des frontières belges. On démarre par la Belgique, on essaye de créer déjà une petite masse critique ici, et puis on va, dans la durée, essayer de déployer ça plus largement dans d'autres pays européens pour avoir un impact évidemment beaucoup plus fort. Donc voilà la feuille de route. Sans trop rentrer dans un programme détaillé, enfin quelques lignes fortes de ce qu'on veut. Quand on parle des États-Unis d'Europe, bon, on utilise ce mot-là effectivement pour frapper un peu les imaginations, parce que c'est vrai qu'on pense que on peut en tout cas emprunter sans transposer évidemment ex nihilo ce qui existe là-bas ici, hein, c'est pas ça l'idée, mais bon, il y a effectivement certaines choses qu'on peut emprunter aux États-Unis d'Amérique qui nous paraîtraient assez pertinentes ici pour l'Europe. Ah, bon, il faudrait effectivement avoir un président élu au suffrage universel, un véritable gouvernement européen qui réponde devant un Parlement européen de manière un petit peu classique, et des partis transnationaux. Hein. On va aller aux élections européennes avec des partis nationaux, c'est quand même un peu un non-sens. Donc il faut effectivement essayer de passer au-delà de ça et vraiment de bouger vers ce type de dispositif. Alors une fiscalisation, ça c'est peut-être le point le plus important, qui permettrait alors à ce gouvernement européen, à ce Parlement européen, de gérer une richesse beaucoup plus importante que ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le Parlement européen est responsable d'un budget qui représente de l'ordre d'1% de la richesse européenne. Je pense même que ce pourcent a été récemment raboté sous les attaques des Anglais il y a quelques semaines qui voulaient encore réduire ce budget. Donc je pense qu'il est même en dessous du pourcent. Mais quand on compare ça aux États-Unis d'Amérique, le gouvernement fédéral américain est responsable de près de 25% de la richesse américaine. Donc on sent évidemment, pour ceux qui connaissent l'économie, qu'il y a vraiment des effets de synergie tout à fait autres quand on est capable de déployer ces ressources à cette échelle-là que quand on les éparpille au travers de 27 différents pays. Je me rappelle dans la conférence de Verhofstadt qui nous expliquait, mais il ne comprenait toujours pas pourquoi il y avait 27 ambassadeurs européens en je ne sais plus quel pays, en Indonésie. Ce type de déperdition d'énergie se répète à l'infini dans tous les domaines de l'activité économique. Pour une réforme du Parlement européen, effectivement, pour le doter de véritables pouvoirs législatifs. La création probablement d'une seconde chambre, hein, il est important quand même de maintenir une représentation des différents pays, donc un petit peu à la méthode américaine où le petit État de Wisconsin dispose de deux sénateurs au même titre que l'État de New York ou l'État de Californie. Il va falloir probablement réfléchir à des dispositifs institutionnels similaires pour permettre à des petits pays comme la Belgique et d'autres, de se sentir proprement représentés au niveau européen par rapport aux gros pays classiques. Et puis alors, le dernier point qui est probablement le plus important, hein, parce qu'on peut créer toutes les institutions qu'on veut, le nerf de la guerre est probablement dans la construction d'une identité européenne. Il faut que les individus, hein, les hommes et les femmes de l'Europe, se sentent européens. C'est peut-être de plus en plus le cas aujourd'hui, peut-être dans la jeunesse, c'est pas sûr. Mais bon, c'est clair qu'il faut travailler dans ce sens et dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine éducatif. Bon, Joël a parlé d'Erasmus, c'est très bien, mais enfin, il en faudrait beaucoup plus. Dans le domaine industriel, il y a des magnifiques réalisations. On pense à Airbus, on peut penser à Ariane. Donc quand on met les moyens européens ensemble, ça fonctionne. Sauf que c'est malheureusement beaucoup plus l'exception que la règle. Donc il faut démultiplier ce type de dispositif. Et dans le domaine sportif aussi, pourquoi pas, hein. Moi, je ne suis pas un grand golfeur, mais je sais que toutes les 2 ou 3 années, il y a la fameuse Ryder Cup. Je crois que c'est le seul événement sportif où il y a une équipe européenne. Là, ça suscite une espèce d'enthousiasme, une adhésion, un sentiment d'appartenance qui est très fort. Hein. Et peu importe la nationalité des joueurs européens, les gens se sentent véritablement européens. Il faut démultiplier dans tous les domaines ce type d'initiatives pour que petit à petit, les individus qui habitent l'Europe se sentent plus européens, et peut-être d'abord européens, avant de se sentir belges, français ou anglais.
Voilà, un petit peu les grandes idées. Et je vais passer la parole alors à Philippe. On a demandé donc, à l'Institut Toluna de nous diligenter un sondage dans une dizaine de pays pour vérifier un petit peu si les idées qu'on défend là étaient plus ou moins bien partagées par les citoyens européens. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Philippe Gilbert. Voilà. Donc, comme Richard l'a indiqué, le comité de soutien est constitué de personnes qui sont des faiseurs d'opinion. Toluna, mon ambition là, c'est de vous montrer un instantané en fait de l'opinion par rapport à cette idée des États-Unis d'Europe, avec quelques chiffres. Vous aurez les compléments dans le dossier de presse, et c'est aussi intéressant pour moi d'intervenir après Joël parce que l'historien donne les clés pour interpréter le présent et l'avenir. Donc mon ambition est de montrer juste un instantané, mais bien sûr, en fait, l'histoire permet d'analyser et de comprendre ces quelques informations chiffrées. Juste quelques informations sur Toluna si vous ne connaissez pas la société. Donc c'est une société qui a été créée en France en 2000. On est vraiment les spécialistes des enquêtes en ligne et des solutions logicielles pour les enquêtes en ligne. En France, à peu près un tiers des études en ligne sont faites avec le panel Toluna ou les solutions Toluna. Nos principaux clients sont les instituts de sondage, les agences médias, des annonceurs aussi. Donc on fait que du online, pas d'enquête téléphonique, pas d'enquête face à face, mais toutes les formes d'études téléphoniques, d'études par Internet et sur mobile aussi, auto-administrées. La société s'est pas mal développée puisque aujourd'hui on est présent dans 11 pays avec 17 bureaux. On est au niveau européen, mondial, premier, deuxième ou troisième en fonction des fusions-acquisitions. Voilà, donc tout ce que je voulais vous dire brièvement sur Toluna, donc spécialiste des enquêtes en ligne. Et donc ça, c'est toutes nos enquêtes en ligne, on les fait à partir d'un panel de consommateurs qui va être utilisé sur cette étude, qui peut servir à d'autres études. Donc on aurait pu tester aussi l'opinion des Américains ou des Japonais, des Chinois par rapport à cette idée. Ça viendra peut-être. Pour l'instant, c'est un focus sur 10 pays européens. Alors pourquoi 10 pays européens? Parce que c'est un peu plus compliqué sur 27. Il y a des petits pays qui sont aujourd'hui plus difficiles, qui ont une pratique de l'Internet aussi un peu différente. Donc on a 10 pays, mais qui représentent quand même 79% de la population de l'Union européenne. Donc on va retrouver les grands pays, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, les pays aussi un peu moins grands en matière de population, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, puis aussi quelques pays de l'Est pour voir des différences aussi. Donc c'est un ensemble non pas exhaustif de l'Union européenne, mais qui couvre pas mal de différentes situations. Donc 6200 personnes interrogées, donc c'est quand même une grande enquête, mais que 3 questions. C'est vraiment un état rapide de l'opinion. Et un échantillon évidemment représentatif de la population âgée de 18 ans et plus dans chaque pays. Que 3 questions, donc je ne serai pas très long. Première question, en fait, c'est une question pour voir, en fait, est-ce que les Européens attendent encore des choses de l'Europe? Donc la question était, est-ce que parmi les domaines qui étaient proposés, donc c'est la liste des domaines qui sont très souvent utilisés dans des enquêtes, par exemple de Eurostat, c'est assez proche. Est-ce qu'il y a des domaines où les citoyens ont envie de voir en fait des actions spécifiques? On trouve bien sûr le développement économique, en particulier dans les pays qui souffrent le plus de la crise en ce moment, donc l'Italie, l'Espagne. La protection sociale, si on va retrouver l'Italie, l'Espagne, mais aussi la République tchèque, on va retrouver la Pologne, la Finlande. Ensuite,
on a dans ce top des attentes, on a aussi la lutte contre la criminalité. Et là, on va trouver l'Allemagne qui aussi, où les attentes sont assez fortes en matière d'écologie et d'environnement, la protection sociale. Bon, je ne vais pas tous les faire, mais vous voyez qu'il y a pas mal, en fait, finalement, de domaines où les citoyens aimeraient que l'Europe développe ses actions. Si on prend, en fait, la dernière ligne, aucune de celles-ci, donc il n'y a que 5% des personnes interrogées sur l'ensemble de l'échantillon, sur l'ensemble des 10 pays considérés, qui considèrent que ce n'est pas la peine de renforcer l'action de l'Europe dans un de ces domaines. Donc on balaye très large, de l'économique au social à la culture. Et on voit bien, bon, les derniers sujets d'attente sont quand même au niveau en fait de la défense, la politique économie. Donc c'est plutôt une demande allemande, ce qui est assez cohérent avec ce qu'on sait du pays. Par contre, donc ce 5% de gens qui n'attendent rien de l'Europe, il est un peu plus élevé en Hollande et au Royaume-Uni. Là aussi, c'est pas tellement étonnant compte tenu de la position du Royaume-Uni par rapport à l'Europe. Mais ce qui veut dire en fait que s'il n'y a que 5% des gens qui n'attendent rien, ça veut dire qu'il y a 95% de gens qui attendent au moins quelque chose. Donc il y a une très large majorité des personnes qui, malgré un discours sur l'euro-pessimisme, qui aimeraient que l'Europe développe des actions. Et ça, on le retrouve aussi dans d'autres études. Quand on demande aux gens si ils ont envie que leur pays sorte de l'Europe ou s'ils ont envie qu'on abandonne l'euro, la majorité des citoyens disent non. Donc, certes, il peut y avoir, par exemple, dans l'Eurobaromètre d'Eurostat, on voit qu'il y a un peu une crise de confiance dans les institutions, mais ça ne veut pas dire que pour autant, les citoyens n'attendent pas des améliorations dans des domaines concrets. Donc je crois que c'est très important de faire la différence entre un peu un désenchantement au niveau des institutions et des attentes qui restent toujours très fortes dans les différents domaines qu'on vient d'évoquer. Donc là, c'est simplement le résumé des principaux domaines qu'on voit apparaître. Et bien sûr, bon, la politique agricole qui touche moins de personnes, je dirais, aujourd'hui. Et à l'exception de la République tchèque, c'est pas la plus principale demande. Voilà, donc je peux passer maintenant en fait à la deuxième question du sondage, qui était, après une très courte introduction en fait de cette idée des États-Unis d'Europe, donc juste quelques lignes de présentation. Quelle est la réaction? Est-ce que les gens sont plutôt d'accord, plutôt pas d'accord? Et ce qui va être intéressant, c'est de voir non seulement ce pourcentage, mais de voir des différences par pays. Donc ici, alors les couleurs sont en projection un petit peu différente de celles que j'ai, mais grosso modo, donc, dans le vert foncé et le vert clair, on va trouver en fait 55% de gens qui sont plutôt d'accord avec cette idée, contre près de 30% de gens qui sont plutôt pas d'accord, et près de 15% de gens qui n'ont pas d'avis, qui ne se prononcent pas. Encore une fois, c'est un instantané. Bien sûr, tout cela pourra évoluer en fonction de la communication faite par le mouvement, en fonction de la campagne électorale. Donc c'est plutôt un instantané aujourd'hui de cet état de l'opinion qui peut changer. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a un solde qui est quand même très favorable, soit au niveau des globalement d'accord versus les globalement pas d'accord. Et même au niveau des extrêmes, il y a un nombre qui est plus important de gens tout à fait d'accord par rapport aux gens qui sont pas du tout d'accord. Et on va retrouver dans les gens qui sont, dans les citoyens qui sont les plus favorables, on va retrouver évidemment l'Italie et l'Espagne, mais ce qui était peut-être pas aussi évident,
les Allemands aussi, une partie des Allemands. Donc ce n'est pas simplement que les citoyens des pays en difficulté qui sont les plus touchés par la crise qui peuvent adhérer au concept. Donc dans les pays les moins favorables, on va trouver, c'est pas une surprise, donc le Royaume-Uni, on va trouver aussi la Finlande et les Pays-Bas. Voilà, donc je vous ai déjà fait les commentaires. Donc, est-ce que cette idée, donc il y a un accueil plutôt favorable? Donc la troisième et dernière question, je vous ai dit que c'était un sondage très rapide. Troisième et dernière question, c'est est-ce que les gens auraient l'intention de voter? Alors encore une fois, je suis obligé de refaire mes précautions méthodologiques, que c'est aujourd'hui une réaction. Bien sûr que ça indique un état de l'opinion, ça indique un potentiel qui pourra être transformé ou pas en fonction de toute une série de choses. C'est pour ça que dans une campagne électorale, hein, qu'elle soit locale ou nationale ou européenne, de toute façon, l'opinion change, hein, donc l'opinion évolue. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que on va retrouver une certaine cohérence. En fait, le fait d'être adhérent, si j'ose dire, au concept, ça peut se traduire par une intention de vote. Donc, si des candidats ou un parti se présentait avec cette idée des États-Unis d'Europe, donc on retrouve le potentiel qui est favorable. On retrouve aussi un pourcentage de gens extrêmement convaincus aujourd'hui, donc 18%, un peu plus de 18% des gens qui sont très convaincus, notamment dans les pays dont on a dit pays en difficulté, mais pas simplement. Donc on va retrouver aussi l'Allemagne, on va retrouver aussi la Belgique dans les pays qui, à la simple présentation de cette idée des États-Unis d'Europe, se disent que c'est quelque chose de séduisant. Et bien sûr, du côté des pays les moins favorables, on va retrouver le Royaume-Uni, on va retrouver la Finlande et les Pays-Bas. Voilà. Donc ces 18%, encore une fois, il faut les prendre comme des gens en fait qui manifestent un intérêt marqué. Hein. Est-ce qu'ils vont mettre un bulletin de vote? Encore beaucoup de choses peuvent se passer. Je crois que c'est le but du mouvement d'essayer de convertir ce potentiel. En petite conclusion, en fait, sur ces quelques chiffres, hein, donc vous aurez le détail dans le dossier, c'est que, donc, comme on l'a dit, donc, il faut éviter de faire l'amalgame entre une certaine désillusion sur le fonctionnement des institutions européennes et en fait des attentes qui restent encore fortes. Donc 95% des citoyens aimeraient que l'Europe se développe dans le domaine économique, etc., dans un ou plusieurs domaines qui étaient revus. Donc, à peu près, donc, un peu plus d'une moitié de gens qui ont une réception, une compréhension plutôt favorable de cette idée des États-Unis d'Europe. Donc là aussi, hein, même s'il y a un certain pessimisme, même si certaines attentes ont été déçues, voilà, ça génère un intérêt. Donc un intérêt, comme on l'a vu donc, dans certains pays, un peu moins élevé dans d'autres pays, bien sûr. Et quand on regarde aussi les profils, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que ce concept, cette idée en fait, séduit plus facilement en fait les seniors, plus de 55 ans, et plus facilement les hommes que les femmes. Donc ma petite recommandation au mouvement, c'est aussi de communiquer, de bien expliquer et de lancer le mouvement en essayant de toucher en fait toutes les populations. Hein. Si vous voulez transformer ou même accroître ce potentiel, bien sûr, il faut pouvoir présenter et convaincre les électeurs et les électrices. Voilà. Philippe, merci pour ça. On va passer alors aux interventions des différents membres du comité. Qui veut se porter volontaire pour être le premier? Bruno, allez. Bonjour à tous. Je sais pas si ça marche. Voilà.
Donc moi, je suis ici comme membre du comité de soutien et aussi par métier pour Richard, puisqu'on a partagé les bancs d'université il y a presque 35 ans. Et peut-être avec la conscience du fait qu'on vit un choc économique très profond, et sans doute plus profond qu'on ne veut bien l'admettre. Et une des illustrations de la profondeur de ce choc, c'est par exemple le taux de chômage, qui a allègrement dépassé les 12% et qu'on voit très bien augmenter encore peut-être beaucoup plus haut dans les 2 prochaines années, puisque l'OCDE n'attend même pas de croissance significative en Europe. Et en fait, cette crise économique est en train de créer un choc de modèle. D'aucuns auraient pu penser il y a quelques années que ça allait être un choc de modèle d'économie de marché, et ça l'a été en partie. Mais c'est peut-être aussi un choc de modèle d'un certain État-providence ou d'une certaine protection sociale qui était le ferment, en tout cas la trame de la construction politique depuis de nombreuses années dans beaucoup de pays, et qui est mise maintenant en cause par cette crise. Et finalement, on se rend compte aussi dans la zone euro qu'on a puisque si on parle d'économie, on a bien sûr 2 niveaux, qui est l'Europe et puis la zone euro, mais on se rend compte dans la zone euro qu'on a un modèle qui devient très hétérogène, avec des différences entre le nord, le sud, les pays protestants, catholiques, marins, industriels, qui sont en fait exacerbés par cette irritation nerveuse créée par la crise économique. Et donc, il y a beaucoup plus qu'une crise économique en tant que telle. Il y a aussi ce choc de modèle qui fait transpirer des différences entre les différents pays. Et moi, en tant qu'économiste que j'entends, oui, je l'enseigne dans quelques universités belges étrangères, c'est très interpellant, évidemment. Parce qu'on sent bien qu'il n'y a pas d'homogénéité de vue quant à la sortie de crise. Certains invoquent la politique budgétaire, à juste titre, mais on sait en même temps que les politiques d'austérité ont mené à une aggravation de la récession dans les pays du Sud. D'autres invoquent ou évoquent des politiques monétaires beaucoup plus expansionnistes. C'est quelque part le contre-pied de la politique budgétaire, mais là ça pose des questions en termes de discipline monétaire, voire de gestion d'inflation. Et donc il y a certainement un déficit de débat politique quant à la sortie de crise économique. Et je crois que l'erreur qu'on fait souvent, c'est de croire qu'il n'y a plus d'économie politique. Oui, il y a encore de l'économie politique. On a en fait, au fil des 20 dernières années, sacralisé l'économie de marché au motif qu'elle aurait été dépolitisée ou dissociée de ses racines institutionnelles. Mais non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'économie sans cadre politique. Et donc, il y aura des questions à poser, non seulement sur la technicité de sortie de crise, mais aussi sur le cadre politique dans lequel on veut exister. Et je n'ai pas de réponse à ces questions, parce que finalement, derrière l'économie et le politique, il y a l'orientation démocratique qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Mais donc, moi, plaidant pour la démocratie, je dis que je n'ai pas de solution immédiate. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup d'être invité. Je suis ici, j'espère pas le représentant du nord de notre pays. En tant que bon bruxellois, je me sens très européen et je dirais représentant, le monde de la culture, mais plus large que ça. Je pense que être assis à côté d'un très grand architecte belge, je pense que ce qui est très important aujourd'hui et réaction sur un économiste de l'autre côté, je pense indépendamment d'où on est actuellement dans la crise, je pense que référant à un autre architecte, Kerem Koolhaas, et vous rappelant peut-être en tant que journaliste, j'espère qu'il y en a un certain nombre ici dans la salle, la présidence néerlandaise et le cirque qu'il avait mis sur la place Schuman. Je pense qu'aujourd'hui, les documents assez limités mais intéressants du sondage, et pour moi c'est le dernier slide et la dernière ligne qui m'a intéressé parce que j'ai 50 ans dans quelques jours. Alors est-ce que je suis en dessous des 50 ans ou au-dessus des 50 ans? Mais c'est très intéressant. On est dans une réalité de génération. Quand on est un quart d'heure avec que ce soit Mme Merkel ou Herman Van Rompuy ou Barroso, très vite, ils commencent à parler de la guerre, ou du fascisme, ou de la dictature, de la démocratie. C'est une réalité. J'ai eu l'expérience. Il y a toujours cette expérience de vie. Et qu'en même temps qu'on sait, mais c'est un problème réel partout, de l'absence, que ce soit Corée du Sud qui ne veut plus se réunifier parce qu'ils n'ont plus de lien avec la Corée du Nord. C'est un élément de génération.
et un élément d'absence de connaissance d'histoire. Et ce qui était le plus beau projet de Remco là, c'était toute l'histoire de l'Europe. Je suis ravi que vous avez commencé avec quelques informations, mais c'est un élément. Dans mon expérience actuelle du monde culturel, toute l'Europe passe à Bruxelles, et ce qui est incroyable pour les Belges, c'est pour ça qu'on sera les derniers des Européens, c'est Plantu l'a encore dit, hein, je ne suis pas tout à fait convaincu dans certains pays comme la Tchéquie, etc., que cette sensibilité négative est présente, mais c'est vrai que nous, Belges, je pense que je suis ravi d'être parmi cette initiative, parce qu'on joue un rôle important par l'enthousiasme de ce petit pays, qui est entre le matrix que vous venez de dire tout à l'heure, du nord et du sud, catholiques, protestants, la mer, etc. On a tout dans notre pays, on est sur la frontière. Herman de Croo dit toujours que chez lui, c'est la vraie frontière depuis belle année, dans la pays des collines. Mais c'est vrai qu'on est sur une frontière, que ce soit une frontière psychologique, une frontière culturelle, une frontière depuis une très longue histoire. Et je pense que Peter Sloterdijk le dit très très bien dans ce petit essai sur l'Europe, c'est qu'on a été quand même dans 1000 années de guerre sur ce continent, et c'est l'acquis le plus important. C'est pour ça le prix Nobel, merci d'en rappeler le précédent et l'actuel prix Nobel, qui est fondamental. Alors dans cette diversité culturelle, je pense que moi j'ai l'occasion de rencontrer par le monde de la culture des vrais Européens. Je le ressens beaucoup moins négativement. Mais en même temps, il y a deux choses. Un autre statistique au sondage, aux statistiques qu'on pourrait montrer, c'est que la perception de l'Europe à l'extérieur de l'Europe est beaucoup meilleure et beaucoup plus positive qu'à l'intérieur. L'Europe reste une référence actuellement, et on vient de commencer un projet pilote avec le Parlement européen pour étudier cette perception que l'Europe a à l'extérieur. Et c'est un élément de fierté, mais c'est pas une perception belge, française ou allemande, c'est une perception européenne. Et les grands artistes dans les grands projets d'architecture ou d'autres qui ont été créés à l'extérieur de l'Europe sont un symbole de référence culturelle, d'identité culturelle commune que nous avons. Et on le voit dans les grandes tendances européennes. Malheureusement, le traité de Rome ne l'a pas mis en évidence. Les autres traités plus récents le font. Mais le problème, c'est qu'on est beaucoup trop, si on veut réunifier nos forces, dans une verticalité et pas un élément horizontal interdisciplinaire de faire des projets ensemble. Pas entre des pays, mais aussi entre des compétences. Parce que M. Verhofstadt, qui est sensible au projet aujourd'hui, qui a écrit pas mal de manifestes, c'est seulement maintenant, il a plus de 50 ans, qu'il a compris que l'aspect interdisciplinaire et d'aller au-delà de son propre parti était important. Alors je suis ravi que, par une génération, une maturité, on a envie d'aller au-delà. Mais c'est important quand je vois qu'une jeune génération qui était moins référent à la politique, j'ai vu quand j'ai invité Verhofstadt avec Cohn-Bendit au Palais Beaux-Arts, qu'après la conférence avec plus de 2000 personnes, il y avait un tel intérêt d'une nouvelle génération à un message politique, qui va tout à fait au-delà peut-être de ce mouvement, mais il y a une volonté et un intérêt d'une nouvelle génération politique qui n'a pas participé à la vie politique à travers une absence des crises déjà des années 70, 80, 90, il n'y a pas de nouvelles. Nous avons eu la dévaluation du franc belge déjà, et l'Europe nous a en tout cas sauvés déjà par l'euro à ce niveau-là. Alors quelle est notre initiative qui peut nous apporter quelque chose de positif? C'est qu'on a proposé un autre projet pilote au Parlement européen, par la voie démocratique, c'est au-delà de l'année du citoyen, cette année, c'est de retrouver la source vers les citoyens. On a oublié, même un haut fonctionnaire me demandait, l'ambassadeur de Grèce auprès de l'Union européenne d'hier, ici dans le quartier, me posait la question, est-ce que c'est cette année l'année du citoyen européen? Je ne suis pas en train de blaguer. Et je dis, oui, c'est cette année, je n'ai pas donné une remarque, mais il me pose la question, c'est bien cette année l'année du citoyen. Alors d'abord, l'année du citoyen, on devrait ne pas en faire une année du citoyen. J'étais très impressionné le 4 mai, Mme Reding a posé d'une façon très bien aux questions qui étaient dans un lieu culturel, la Tentation, avec des citoyens, des questions difficiles. Elle y a répondu très bien.
C'était la moindre des choses qu'un commissaire européen sait vendre l'Europe aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut regarder au-delà des élections, et c'est pour ça que ce mouvement est important. On ne sait pas quel sera le succès de ce projet, même si le sondage montre qu'il y a un intérêt, qu'on doit vraiment regarder dans le temps. Le projet européen est un projet dans le temps, et que si je m'engage ici, c'est vraiment un projet de long terme dans les années à venir. Et en espérant que dans le deuxième projet pilote, c'est faire un projet parallèle pour les citoyens, de responsabiliser les intellectuels européens, les scientifiques, les hommes de la culture, les penseurs qui doivent aider. Un aspect un peu Kennedy, bottom-up. C'est de reprendre les responsabilités dans un mouvement. Et ça, c'est pour moi, personnellement, dans lequel je m'engage au-delà de ce projet politique, parce que je pense qu'on oublie très fort que s'il y a un problème de langage et de culture, c'est parce que simplement l'aspect culturel n'est pas assez pris de compte, mais presque culturel, pas artistique, culture de langue, diversité, interculturalité, tous ces éléments de se comprendre et de comprendre où l'Europe va, c'est-à-dire que c'est un élément pédagogique fondamental sur lequel on est tous responsables ici à table d'y travailler comme citoyens. Alors ça, c'est le plus important, par l'élément culturel de le faire. C'est mon message à ce superbe projet. J'espère qu'on aura des résultats déjà, j'en suis convaincu, l'année prochaine, pendant ces prochaines élections. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vous rassure, j'ai passé les 50 ans et donc je m'inscris dans la continuité de ce qui a été dit. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder aussi dans le rétroviseur et de voir à la lumière de notre chemin parcouru quelle est la vision de l'Europe demain, dans les 50 ans qui viennent, mais aussi dans le siècle qui vient. On juge souvent un homme ou une femme ou une institution à la grandeur de la porte qu'il emprunte. Je remercie Richard de nous avoir mis une grande porte, un arc de triomphe qui nous permet là d'avoir une Europe avec des ambitions. Et ce que j'aime bien dans ce nouveau mouvement, c'est son côté affranchi, son côté libre de l'air. C'est Dostoïevski qui disait que ce qui manque à l'homme souvent, c'est de l'air, de l'air, de l'air. Voilà ici un appel d'air qui me plaît bien. Et ce qu'on veut faire finalement, c'est de refaire en sorte que l'union fasse ou refasse la force. C'est quelque part l'essence de ce mouvement. Alors bien sûr, il y a l'Europe politique, l'Europe monétaire, l'Europe économique, mais il y a aussi l'Europe juridique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas assez de droits, il y en a peut-être un peu trop et ce droit n'a peut-être pas été respecté par tout le monde, mais je crois qu'il y a moyen de mieux dire le droit. Et je suis demandeur, d'une part, de revoir les fondamentaux. Je crois que le traité de Maastricht et le traité de Lisbonne doivent être revus. Je suis demandeur de remettre sur la table la Constitution européenne, peut-être en se réinspirant de ce qui fait le socle commun du Conseil de l'Europe, qui est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Là, c'est un socle qui réunit l'âme des Européens, et je crois que ça peut servir de base à une nouvelle réflexion sur la Constitution. Si je prends ma profession, quand je vois les grandes avancées, le barreau de Bruxelles a 200 ans actuellement, mais si je vois les grandes avancées de ces dernières années, elles sont venues de l'Europe. D'une part par les organisations représentatives européennes, les fédérations des barreaux d'Europe, le CCBE, mais aussi de la jurisprudence de Luxembourg, voire de Strasbourg. Les grands débats, la liberté d'établissement, la libre prestation de services, tout ce qui concerne le marketing, le démarchage, la publicité, le blanchiment, ça vient de l'Europe et ce sont des vecteurs importants pour le justiciable de progrès. Si nous continuons à nous retourner sur notre nombril, on ne va pas avancer. On vient de terminer une étude sur le secret professionnel dans 33 pays européens et on s'est aperçu dans cette étude qui est publiée à Cambridge qu'il y a 33 conceptions différentes. Ça n'est pas acceptable. Si on veut avancer, je pense qu'on doit faire en sorte que le droit soit plus européen, moins fédéral et moins rural. Vous avez peut-être remarqué que le droit est une de ces non-sciences, puisque ce n'est pas une science, où il n'y a pas de point d'interrogation. Le droit est porteur d'une certaine vision. Le droit est parfois et souvent dans l'interdit, contrairement à la culture. On est dans la transgression de la norme, mais ce qui nous réunit sans doute par le dénominateur commun, c'est la liberté. Et je crois que si nous voulons réussir ce rendez-vous du mois de mai dans un an exactement, il y a 3 axes dans lesquels on doit s'orienter.
Le premier axe, c'est de remotiver le citoyen. J'étais frappé de voir que dans les élections européennes, les premières en 79, on a à peu près 60-65% d'Européens qui participent au vote. Aux dernières élections, on était à 42-43%. Le deuxième axe, je pense, c'est qu'il faut donner plus de politisation au débat actuel, en renforçant la droite et la gauche, même si ce sont des conceptions pour certains dépassées. Si nous ne le faisons pas, nous allons avoir les partis populistes qui vont prendre de la marge au Parlement européen à Strasbourg. Je suis sûr que si nous votons aujourd'hui, ce sont ces taches brunes qui vont prendre de la place à Strasbourg. Et là, le troisième axe, je pense, c'est donner un meilleur visage à l'Europe, de faire en sorte que ce ne soit pas des blocs de béton comme on a ici dans ce quartier européen, le façadisme que nous avons ici. Il faut que les candidats aux élections, et je parle ici non pas tellement pour ce groupe-ci, mais de manière générale, mouillent leur chemise et disent qui demain on veut avoir comme président de l'Europe. Parce que demain, le président sera élu par les eurodéputés sur présentation du Conseil européen, mais il faut dès à présent que chaque formation politique dise qui sera pour eux le meilleur visage de l'Europe demain. Donc voilà, il y a du pain sur la planche. Je suis pour une Europe mieux disante au niveau juridique et je crois que ce mouvement est en tous les cas un mouvement porteur de sens et porteur de vision. Je vous remercie. Je crois que Bruno doit nous quitter, mais merci beaucoup d'être venu, c'est très gentil. Pierre, est-ce que tu veux prendre la parole? Est-ce que tu... Hein? Oui. Voilà, enfin merci en tous les cas de me donner la parole, j'espère que je serai pertinent. En tous les cas, en ce qui me concerne, je crois qu'il est inenvisageable une Europe sans Europe. C'est-à-dire que nous sommes déjà en l'Europe. Et que, comme le disait Paul à propos de la culture européenne, elle est omniprésente. Et l'Europe est le résultat d'un acte volontaire. Et un acte volontaire, mais peut-être inachevé ou malmené, je ne sais pas, mais en lequel il m'apparaît absolument évident que la protection de l'identité culturelle de toutes nos singularités ne pourra se faire qu'au travers d'une Europe présente et très structurée, parce qu'elle peut en être le garant. Et c'est une des spécificités de l'Europe qui est le respect de tout un chacun. Et en cette acceptation, je ne peux pas imaginer que nous laissons la place à tous les nationalismes qui sont une attitude de repli, une attitude de crainte. Et le paradoxe vient que au plus il y aura d'Europe, au plus ces deux besoins identitaires dont nous avons également besoin en tant que Bruxellois. On revendique une bruxellaïrité. Je ne sais pas en quel vocable je parle. Mais voilà, c'est l'Europe qui peut nous le garantir. Et c'est en cette initiative extrêmement généreuse de Richard Loeb que moi je m'y retrouve dans cette volonté d'avoir une société où nous vivons mieux, nous vivons plus, je dirais, avec plaisir, parce que l'objectif final, finalement, c'est d'être dans une communauté humaine où le plus grand nombre accède au bien-être et surtout à un plaisir de vivre ensemble. Je vous remercie de votre attention. Je vois que Mark Philipson est également dans la place et qui est un des grands acteurs culturels de Bruxelles, puisque au travers de sa librairie, bon nombre d'écrivains et acteurs culturels ont le grand plaisir de s'exprimer. Merci Marc.